Voyons tout de suite l'ardoise du sommaire de notre émission de ce soir. Nos mémoires du zinc seront consacrées à Jean d'Ormesson pour son dernier ouvrage, L'odeur du temps. Dans Décalage, l'explorateur Jean-Louis Etienne nous parlera du film de Robert Zemeckis, Seul au monde, avec Tom Hanks. Jacques-Alain Léger, dans notre séquence ping-pong, répondra à une critique de Stéphane Guy Bourget à propos de son livre Les aurochs et les anges. Danny Briand nous dira sa passion pour Yves Montand, tandis que David Hallyday nous livrera son journal intime. Enfin, notre performance sera assurée par l'humoriste Patson. Voilà, maintenant que vous connaissez le menu de notre émission de ce soir, rejoignons Jean d'Ormesson pour ses Mémoires du zinc. Ce soir, nos Mémoires du zinc seront consacrées à Jean d'Ormesson à l'occasion de la sortie de son ouvrage Odeur du temps. Jean d'Ormesson de l'Académie française chez Héloïse d'Ormesson. Attendre 30 livres pour enfin être édité chez sa fille, ça doit être assez émouvant, non? Oui, oui, bien sûr. Vous savez, quand elle a créé sa maison d'édition, j'étais très fier d'elle, mais je n'étais pas décidé à lui donner un livre. Non, je me disais que on suivait chacun notre chemin, et puis elle a très bien travaillé, sa maison est très bonne. C'est vrai. Et puis je me suis dit quand même, pourquoi ne pas lui donner un livre? Alors j'ai recueilli quelques articles. Oui, quelques-uns. On va en parler, mais je voulais parler parce que d'abord, j'aime beaucoup Héloïse et je me permets de la saluer. Et vous dire, tout simplement, que je souhaiterais que vous soyez le dernier invité de notre émission Ça, pour c'est cette vraiment saison-là. Voilà. Vous nous portez bonheur, vous êtes déjà venu ici. Vous savez que je suis venu à votre première émission. Oui, absolument. Alors parlons de cette odeur du temps. Donc vous l'avez dit, recueil d'articles depuis 1969, je crois, jusqu'à aujourd'hui, et que vous avez un peu thématisé, que vous avez regroupé en 11 parties, c'est ça? Alors j'avais fait déjà cet exercice-là il y a un quart de siècle, il y a 25 ans. Oui. Ça s'appelait Jean qui grogne et Jean qui rit. C'était surtout des articles politiques. Oui. Et là, la politique est absente. Oui. Ça, c'est sur les voyages, c'est sur les livres, et c'est sur les rêves, comme ça, les amis, beaucoup d'amis disparus. Alors on dirait presque de Paul-Jean Toulet à McEnroe, si je puis dire. Oui, c'est ça. Mais alors, dans ces articles, qu'est-ce que vous avez souhaité quand vous avez entrepris ce travail-là? Il y a dans ce livre, qui est un recueil d'articles, Oui. il y a peut-être 6 ou 8 articles auxquels je tiens. Oui, par Auxquels exemple. je tiens. Un, par exemple, que j'ai écrit au moment de la mort de ma mère. Oui. Bon, c'est un article auquel je tiens. Un article sur mon père. Mon père était diplomate et il était à Munich. Quand il est arrivé à Munich, Vous dites que Hitler lucidité, était en oui. prison. Oui. Et quand il est parti, Hitler était chancelier du Reich. Et mon père avait sauvé pas mal de juifs allemands à qui il avait permis de quitter l'Allemagne. Et quand Hitler est arrivé au pouvoir, tous les matins au petit déjeuner, nous recevions une photographie de mon père avec les yeux crevés. Ça a été très, Oui, je crois que vous écrivez que vous auriez aimé qu'on ait la lucidité de votre père à l'égard de Munich. C'est vrai. Il était pour faire la guerre à Hitler en 1933, en 1934, en 1935, c'est-à-dire beaucoup plus tôt. Il aurait fallu, en effet, si les démocraties avaient fait preuve d'un peu de force, Hitler aurait reculé. Malheureusement. Est-ce qu'il y a un rapport avec votre engagement à droite? Vous êtes un homme de droite que vous revendiquez. Est-ce que, j'allais dire, cet aveuglement de Munich dans votre esprit est à l'origine? Vous avez raison. L'aveugle, au moment de Munich, j'étais pas vieux. J'étais pas vieux, j'étais un petit garçon. Je me rappelle que j'étais violemment anti-munichois. Alors on va entrer dans le détail de ces mémoires du zinc en commençant par notre séquence punching ball. Il est rouge, c'est un punching ball, vous en faites ce que vous voulez. Alors, c'est l'occasion donc donnée à notre invité de réagir sur un sujet d'actualité qui lui donne envie de porter Il y en le a pas fait. mal. Oui, alors quel est celui que vous avez choisi? Je dois vous dire que j'ai trouvé que la campagne était très intéressante.
Bon, moi j'étais pour Sarkozy, je suis pour Sarkozy, mais je dois vous dire que j'ai trouvé que Ségolène Royal a fait une campagne plus qu'honorable. Et puis alors a surgi un personnage très intéressant, qui est Bayrou. Oui, qui a redynamisé la campagne, qui l'a rendu moins... Mais c'était intéressant, moins bipolaire. parce qu'il était quand même... C'était le petit pousset, n'est-ce pas, entre les deux grands géants. Et on a fini par se demander s'il n'allait pas arriver au deuxième tour. Oui, absolument. Et s'il arrivait au deuxième tour, il avait de bonnes chances de gagner. C'est ça qui était... Mais il n'est pas arrivé au deuxième tour. Et du coup, toute la combinaison s'est un peu écroulée. Parce que je crains que ce qui est difficile chez lui, ce n'était pas d'avoir beaucoup de voix. Il a eu beaucoup de voix. C'est d'arriver à avoir un groupe parlementaire. 30 députés. Et ça, je crois que ça va être difficile. L'UDF était évidemment lié à la droite. Alors il a essayé de la dégager de la droite et de s'allier plutôt à la gauche. Mais la gauche n'a pas vraiment voulu de lui. Non. Et ça va être, j'ai peur qu'ils reviennent avec très peu de députés, surtout que la plupart de ces députés sont passés du côté de Sarkozy. Donc vous ne croyez pas au mouvement que vient de créer François Bayrou, le MoDem, le mouvement démocrate, hein? Vous craignez que ce ne soit pas possible? J'ai peur pour lui qu'il aille vers de grandes difficultés. Il y a quand même maintenant deux grands groupes, Sarkozy et le Parti Socialiste, qui est en difficulté, mais qui va se reconstituer. Bien, on va rester sur cette analyse. On prendra des nouvelles de tout ce qui se passe en France et on verra si votre pronostic est juste. Alors, ping-pong, c'est l'occasion pour moi de vous donner cette petite balle. Voilà, c'est une petite balle qui matérialise cette séquence. Nous sortons, en règle générale, des articles pas très agréables que nous avons trouvés. Oh, vous allez voir, quand je dis pas très agréable. Hein, bon. Roger Hanin a violemment contesté hier que l'ancien président ait pu parler d'un lobby juif à Dormesson. Celui-ci relate dans son dernier livre une conversation de mai 1995 où, au dernier jour de sa présidence, l'ex-chef d'État aurait évoqué devant lui l'influence puissante et nocive du lobby juif. Vous vous souvenez, c'est quelque chose qui a fait beaucoup, c'est quelques lignes. C'est vrai que j'ai été le dernier interlocuteur de François Mitterrand, président de la République. Vous connaissez l'histoire, le téléphone sonne chez moi et j'entends ici François Mitterrand. Je dis Monsieur le Président de la République et il me dit je voudrais vous voir après-demain. Je lui dis moi je veux bien mais vous ne pouvez pas, vous remettez vos pouvoirs à Chirac. C'était en 1995. Et il me dit, je remets les pouvoirs à Chirac à 11h. Si vous veniez à 9h, nous aurions 2 heures devant nous. Et alors j'arrive à l'Élysée, quelques personnes me reconnaissent et me disent, ah, vous venez pour Chirac? Et je réponds, non, je viens pour Mitterrand. Et j'ai parlé pendant 2 heures à Mitterrand et je n'ai pas raconté tout ce qu'il m'a dit, sauf j'ai eu la faiblesse de citer une phrase qu'il m'avait dite. Bon. Et des amis de Mitterrand, dont Hanin, m'ont beaucoup reproché ça. Et Hanin avait eu une formule qui était amusante. On lui disait, mais pourquoi est-ce que Mitterrand a choisi Dormesson comme dernier interlocuteur? Et Hanin avait dit, probablement, il a choisi le plus con. Mais alors, il y a quand même une nouvelle. C'est un scoop pour Picouli. Je suis réconcilié avec Hanin. Oui. J'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Hanin. Et nous devons déjeuner ensemble un de ces jours. Écoutez, vous saluez dans ce déjeuner, vous saluez Roger Hanin qui était notre invité à votre place il n'y a pas très longtemps dans Café Picouli. Passion d'auteur, c'est l'occasion de se parler en parlant de quelqu'un qu'on admire. Qui avez-vous choisi d'honorer? Vous savez, j'admire beaucoup de gens. Je pourrais parler de La Fontaine, j'aime beaucoup La Fontaine. Tout le monde connaît les fables. Oui. Mais il a écrit des choses merveilleuses comme les contes. Je vous recommande les contes de La Fontaine qui ne sont pas à mettre entre les mains des jeunes filles. Oui, il a eu un certain libertinage. C'est carrément érotique, oui, des contes érotiques. Absolument. Et c'est absolument merveilleux. Et certains vers de La Fontaine... Que vous connaissez par cœur et que vous pourriez nous dire quels sont ces dans La Jeune Veuve, c'est une jeune veuve qui est tellement triste.
triste et elle dit qu'elle ne veut jamais se remarier, puis naturellement elle se remarie. Et il y a ce vers merveilleux, sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Mais est-ce que vous croyez vraiment que maintenant, La Fontaine n'a pas un statut, j'allais dire, plus sérieux? C'est-à-dire, ce n'est pas simplement les fables qu'on apprend à l'école. On a tous compris l'importance, ce caractère universel de ces fables, par exemple. Vous savez qu'il y a des auteurs qui trouvaient que les fables de La Fontaine étaient néfastes pour les enfants. Ah oui. Deux grands auteurs, Jean-Jacques Rousseau et Lamartine, trouvent qu'apprendre la littérature française ou la grammaire française dans les fables de La Fontaine, c'est criminel, parce que il dépeint la paresse, l'avidité, l'orgueil, le mensonge. C'est une espèce de tableau de la vie humaine. Absolument, ouais. Les fables de La Fontaine, c'est quand même quelque chose de... Alors vous les montrez parce que vous êtes venu avec un de vos fables de La Fontaine, voilà. Fables de La Fontaine chez Garnier-Flammarion. Voilà, ce ne sont pas que pour les enfants, il y a toujours du plaisir, du bonheur et de l'intérêt à revenir aux fables de La Fontaine, je crois. Absolument. Lisez La Fontaine. Lisez La Fontaine. Merci Jean d'Ormesson. Alors, notre journal intime. Journal intime, voilà, une petite caméra qui nous permet de vous demander, de nous emmener dans un moment un peu intime de votre vie. On a commencé avec Héloïse d'Ormesson. Qu'est-ce que vous aimez partager avec elle? D'abord la lecture, oui. Et puis l'affection et le respect. Oui. Je crois que quand elle était jeune, ma fille était assez à gauche. Oui. Elle trouvait que Mitterrand, c'était très à droite, vous savez. Elle était plutôt du côté... Elle était activiste un peu, elle a un peu bougé, quoi. Elle était du côté de l'extrême gauche. Voilà, absolument. Et alors c'est amusant parce que maintenant elle est chef d'entreprise. Une petite entreprise. Oui, mais chef d'entreprise. 3 personnes ou 4 personnes. Mais ça a peut-être changé un peu ses perspectives. Ça vous inquiétait quand elle était à l'extrême gauche? Ça m'enchantait. Ah oui? Ça m'enchantait. Voyons, j'aurais été désolé d'avoir une fille qui m'imite en tout point. Et alors, il y avait quelquefois des batailles, des discussions. Et alors, elle me poussait, c'est amusant, parce qu'elle me poussait peut-être à ne pas écrire que des articles politiques. Et vous avez un endroit, est-ce que vous êtes familialement un endroit où vous allez en vacances chaque année? Il y a une espèce de rituel familial comme ça? Oui, on va beaucoup en Corse. Oui? On va beaucoup en Corse. Famille, toute la famille d'Ormesson? Comment ça se passe? Une famille restreinte. Oui. Restreinte et recomposée, forcément. Vous êtes de votre époque, je l'ai d'Ormesson. Oui, vous savez, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Il y a un mot de Woody Allen que j'aime beaucoup, qui est l'avenir m'intéresse. Parce que c'est là que j'ai l'intention de passer mes prochaines années. Bon, on restera sur ce très joli mot de Woody Allen. Jean d'Ormesson, je vous remercie. Merci. Je rappelle encore une fois le livre parce que ça me fait plaisir. Jean d'Ormesson, Odeur du temps, chronique du temps qui passe, chez Héloïse d'Ormesson. Merci. Merci beaucoup à vous. Voilà, Dans notre séquence décalage, Jean-Louis Etienne nous parle de Seul au monde. Jean-Louis Etienne est un médecin devenu explorateur, ou bien l'inverse. Depuis plus de 30 ans, il parcourt notre planète. Dans le cadre de l'année polaire internationale 2007-2008, sa nouvelle expédition, Total Pole Airship, a pour objectif de mesurer l'épaisseur de la banquise qui recouvre l'océan Arctique. Mesurer l'épaisseur. Savez-vous que le premier diplôme de Jean-Louis Etienne fut un CAP d'ajusteur? Des qualités manuelles vitales quand on est confronté seul à la nature. C'est le cas dans le film de Robert Zemeckis avec Tom Hanks et Helen Hunt qui sort en vidéo chez Paramount Home Entertainment. Seul au monde. L'histoire d'un cadre de FedEx transformé en Robinson Crusoe à la suite d'un accident d'avion. Il échappera à la folie grâce à Wilson, un ballon de volley avec lequel il discute. Dans Décalage, Jean-Louis Etienne nous révèle que lui aussi parlait à quelqu'un dans ses moments de solitude. Perdu seul à l'autre bout du monde. Je tue le temps, seconde après seconde. Parce qu'on vit et qu'on meurt par l'horloge. On ne lui tourne jamais le dos. Et quoi qu'il arrive, on ne se permet jamais le péché
de perdre le sens du temps qui nous reste. Donc je vais vous parler de Seul au monde, un film de Robert Zemeckis qui est sorti en 2000, avec Tom Hanks dans le rôle principal. C'est quelqu'un qui a une vie très intégrée, mais maximalisée dans le business, c'est-à-dire il vit avec un chrono. Un chrono que j'ai envoyé avec un zéro absolu et qui affiche maintenant 87 heures, 22 minutes et 17 secondes. Pour venir de Memphis, États-Unis, à Nikolaï en Russie. 87 heures. 87 heures, c'est une véritable honte pour nous. Ceci est juste un chrono pour cuire des œufs. En plus, il vit dans un business de courrier rapide. Donc pour lui, toutes les secondes, ce sont des dollars. Il y a une rupture brutale. On ne peut pas faire pour brutal, c'est un accident d'avion. Et ensuite, l'immobilisme d'une île déserte, rien autour, aucun gadget pour le soutenir, aucune radio, rien. Quand ces colis qui sont échoués sur la plage, et les colis Fédéral Express. Au bout d'un moment, quand il a fait le tour du propriétaire, qui s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas grand-chose sur cette île, donc il commence à ouvrir ses colis. Il va peut-être trouver quelque chose qui va l'aider. Seul, on peut compter que sur soi, et on va mettre toute son intelligence à 100% pour soi. Et là, on déploie des moyens colossaux. Avec rien, on peut faire beaucoup. Et en fait, la frugalité des moyens fait qu'on devient intelligent. On devient imaginatif. Allez, vas-y. J'ai réussi. Du feu! Come on, baby, light my fire! On découvre que cet homme, 4 ans après, est toujours là, vivant, transformé donc par les épreuves. Mais en même temps, il est devenu ce sauvage, quoi. On pourrait réussir. Cette pensée t'a-t-elle traversé l'esprit? C'est peut-être de l'inconscience, mais je préfère tenter ma chance sur l'océan que de rester ici et de crever dans ce trou du cul du monde, à passer le reste de ma vie à parler à un putain de ballon de volley! Un homme seul a besoin de parler. Je l'ai vécu, j'ai passé du temps seul et à un moment donné, j'ai entendu le son de ma voix. Sur cette plage, c'est en fait échoué un morceau de plastique et il découvre à travers la forme de cette matière plastique qui s'est échouée là, que ça va sûrement être ses ailes de la liberté. J'ai vécu à Clipperton pendant 4 mois, une île déserte, il n'y a personne qui habite. Mais lui, il est sur une île où il n'a rien, c'est Robinson, qu'on sent il calcule sa vague, il la regarde, on sent l'impression qu'il a passé du temps à aller compter ses vagues. À Clipperton, quand on voulait sortir de l'atoll pour prendre le large, pour aller faire des relevés, pour aller travailler dehors, on comptait les vagues. À la 7e, en général, on sait, on y va. Je retrouve dans le film, quand je regarde Tom Hanks à la fin, une certaine maigreur. Quand je suis revenu du pôle Nord, j'avais 7 kilos en moins. Je me sentais comme un ange. Il n'a rien et il a tout inventé et maintenant il faut qu'il parte. Wilson, il va nous falloir faire beaucoup de cordes. Et 21 pour ces charpentes, ce qui fait 21 pièces. Ce qui fait 100 et 160. Et avec presque rien, il va faire un super radeau. Il y a une dérive, bien sûr, sur ce radeau. C'est très très bien fait, c'est un peu le radeau de la Méduse, quoi. Hein.
Et quand le bateau arrive pour le sauver, il était temps. On ne se paye pas tout le repêchage, la rencontre, etc. Donc tout de suite, c'est ce retour dans la vie, parce que c'est ça qu'on attend, en fait, et ça vient tout de suite. Je te vois demain matin. Essaie de bien dormir, hein. On a une grosse journée demain. Il faut des tas de paperasses pour ramener un homme à la vie. On va te ramener à la vie, mon vieux. Bonne nuit, Jack. Prends soin de toi. Demain, nous allons te ramener à la vie. On vit dans un univers et on se sépare petit à petit de l'univers des humains et de l'univers de notre civilisation. Et puis un jour, ma logique s'est réveillée toute fausse parce que la marée est montée et m'a porté une voile. Et je suis là maintenant. De retour à Memphis. Il est de nouveau au départ d'une nouvelle vie, il est au cœur du monde. Donc j'aimerais bien savoir, ce personnage nu que l'on rencontre à la fin du film, à ce carrefour du monde, qu'est-ce qu'il va faire de ce dépouillement et en même temps de toute cette ouverture qui est devant lui, quoi. Il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède, je n'ai qu'une seule vie. Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Jacques-Alain Léger qui va répondre à une critique de Stéphane Guy Bourget à propos de son dernier ouvrage, Les Aurochs et les Anges, aux éditions Rivage. Jacques-Alain Léger, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un écrivain à pseudonyme, à plumes multiples. D'ailleurs, Jacques-Alain Léger est un pseudonyme. Que vous avez pris d'un roman Non, c'était une idée comme ça. Une idée comme ça? C'était un jeu, oui. Ah, bon. Donc, un des pseudonymes qu'on connaît très bien, c'est Smaïl. Oui, bien sûr, Paul Smaïl, voilà. qui a eu des aventures littéraires un peu violentes. Un peu violentes. Alors, autre chose pour resituer, c'est Monsignor, qui a été un succès énorme. Phénoménal. Et alors, qui, dans la petite histoire, a été refusé chez Grasset par Françoise Verny. Oui, c'était un de ses grands exploits, cette grande dame de l'édition. Elle m'avait refusé ce livre. Et pas de chance, ça a été mon plus gros succès. Ça a été un film à Hollywood, ça a été 23 éditions dans le monde. Et alors ça, on ne vous le pardonne jamais. Ça, voilà. C'est un des exemples de vos rapports convulsifs avec les éditeurs qui sont un des éléments, une des matières premières de ce livre. Alors ce livre, parlons-en. D'abord, Les Aurochs et les Anges. Ce titre vient d'une citation de Nabokov, la dernière phrase de Lolita. Je voudrais lire toute la citation parce que je trouve cette phrase très très belle. Je pense aux aurochs et aux anges, aux secrets des pigments résistants, à des sonnets prophétiques, à ce refuge qu'est l'art. Et en fait, quand vous commencez votre livre, on a le sentiment, presque testamentaire, que vous allez aller, comme dans cette phrase, chercher le refuge dans l'art. Oui, et c'est au fond le fil conducteur du livre. C'est la conviction que le refuge, c'est l'art, et que le moment où je sors de la dépression, c'est le moment où je renoue ce fil. C'est cette joie pour toujours, comme disait Keats, Joy Forever, c'est l'art qui est au fond la seule chose à laquelle il faut se raccrocher. Bien, alors là, on va maintenant écouter Stéphane Guy Bourget. Vous connaissez le principe, vous l'interrompez quand vous le souhaitez. Stéphane Guy Bourget, je crois, a des choses à vous dire. Oui. Allez-y. Jacques-Alain Léger, bonsoir. Avant toute chose, j'aimerais que vous ne preniez pas ce qui va suivre pour une énième attaque du petit milieu parisien littéraire contre vous. Mais je sens que ça va l'être quand même. Mais là, je viens de lire Les Aurochs et les Anges chez Rivage et j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème parce que je trouve ce livre totalement vain alors qu'il partait à l'évidence d'une douleur sincère, d'une douleur d'enfance et qu'on ne plaisante pas avec ces choses-là et que je vous reproche grandement. J'en veux pour preuve les attaques ou l'attaque frontale que vous faites à votre ancien éditeur, que vous n'avez même pas le courage de nommer. Je n'ai pas le courage de le nommer, je fais mieux, je le surnomme par le surnom que je trouve un peu ridicule qu'il s'est donné. Et vous le rappelez, je n'ai pas le rubis, et je n'ai pas le courage de le nommer, mais j'ai le courage de donner l'adresse de son bureau. Donc vous pensez que dans le petit milieu, on le reconnaîtra devant la porte de ses bureaux où je me suis effondré.
Que vous lui en vouliez d'avoir refusé un de vos textes sans même l'avoir lu me semble tout à fait vain. Que vous vous attaquiez à lui m'intéresse peu et je pense que ça intéresse peu de gens. Sur un fait personnel, votre douleur d'enfance, réveillée par un choc émotionnel, le refus d'un livre que vous lui présentiez, vous en profitez pour faire un règlement de compte qui, une fois de plus, ne va pas intéresser le grand monde. Je ne sais pas si vous... Alors vous devriez être heureux si ça n'intéresse personne. Vous vous souvenez ou si vous savez ce que Dominique Deroux disait du petit milieu littéraire français et parisien, il disait que c'était un combat de requins dans une piscine chauffée. Je connais tout à fait cette phrase et vous êtes trop jeune pour avoir connu Dominique Deroux, mais moi j'ai connu Dominique Deroux. Et alors en effet, il avait une répulsion avouée du petit monde littéraire, mais il se trouve que pour l'avoir connu personnellement, je pense que c'est un des plus grands arrivistes. Et comme il avait pour idole Céline, j'ai souvent eu envie de lui dire cette phrase de Céline, c'est toujours les plus vicelards qui vous font la morale. Est-ce que parfois vous n'avez pas le sentiment qu'effectivement ces éditeurs-là, le reproche que vous leur faites est excessif? Ou bien est-ce qu'il n'est pas surdimensionné? Il est surtout contradictoire avec une attitude que je trouve mensongère, qui est que c'est, justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de Françoise Verny, c'est soit le tapis rouge, soit le coup de pied au cul. Et moi, j'aurais toujours souhaité, mais je l'ai très rarement rencontré dans ma vie, une position saine et normale, ne pas être un monstre sacré et ne pas être non plus le underdog. Et je trouve que dans cette piscine chauffée, vous n'avez même pas la crainte d'être un requin. Vous êtes un tout petit poisson rouge. Alors là, je suis très fier d'être un petit poisson rouge et pas un requin. J'aurais horreur d'être un requin et c'est le plus grand compliment que vous puissiez me faire. J'espère continuer d'être toujours le petit poisson rouge dans les eaux troubles. Ça vous plaît? Oui. Oui, tout à fait. Qui, à une époque, a eu beaucoup de talent. Vous en profitez pour régler vos comptes, pour vous dire que ce monde n'est pas bien, qu'il n'est pas juste avec vous, que nous sommes passés à la génération du tout-écran, que le livre va mourir, que la littérature est morte, mais jamais. Je n'ai pas dit du tout que la littérature est morte, j'ai dit très exactement le contraire. Alors là, c'est vraiment une lecture trop hâtive, ou alors j'en suis à me demander si vous l'avez lu. Vous nous donnez une preuve vivante de littérature dans votre style. Le style, c'est l'homme. Et alors là, j'ai beau chercher, le style, je n'ai pas trouvé. Ce n'est que facilité, voire répétition. Vous vous flattez d'écrire d'un seul jet. Je ne saurais trop vous conseiller à présent de vous relire au moins une fois. Vous pouvez raconter autant que faire se peut et autant qu'il vous flatte de le faire, que d'une main, vous écrivez dans une pure joie et de l'autre, vous vous masturbez. Comment vous dire? Franchement, on n'en a rien à branler. Je crois que vous avez tout dit sur votre propre refoulement. En disant ce mot « rien à branler », vous me faites penser à un petit garçon des beaux quartiers qui dit pipi caca en espérant que sa gouvernante va le réprimer. Et puis non, parce que c'est franchement trop bas et trop bête. Alors je vais revenir sur un de ces arguments qui était un argument précédent, sur le fait que vous revendiquez cette écriture, ce flux-là d'écriture. Alors quel sens ça a pour vous? C'est-à-dire qu'en effet, la plupart de mes livres ont été écrits sous une sorte d'impulsion qui est dans cette maladie dont je suis frappé malheureusement, qui s'appelait la maniaco-dépression, qu'on appelle maintenant la bipolaire. Il y a ce qu'on appelle le passage maniaque, c'est-à-dire celui où on est investi d'une force extraordinaire. Et la plupart de mes livres, et en tout cas de mes grands livres, je les ai écrits comme ça, très vite, 20 heures par jour quelquefois, 23 heures par jour. Et ça m'est arrivé, en effet, cela faisait plus de 3 ans que j'étais profondément déprimé, et tout d'un coup le déclic. Et comment ça se passe? C'est inexplicable, c'est l'inexplicable de cette maladie. Alors vous parlez de cette maladie, il y a autre chose qui rôde dans cette maladie, c'est le suicide, et vous en parlez. Est-ce que ces deux faces cohabitent, sont proches l'une de l'autre, s'enchaînent? Non, c'est le contraire, c'est-à-dire que en effet la phase dépressive est sur fond en effet d'idées de suicide et qui peut devenir totalement obsessionnelle, comme je le raconte dans ce livre.
et ça m'est arrivé. Et puis soudain, cette obsession qui est rompue en un instant parce que je retrouve cette joie fondamentale qui est la joie de créer. Et Jacques, j'ai envie de vous demander où vous en êtes de cet affrontement avec le milieu littéraire et même de vous dire, est-ce qu'il y a un sentiment, une envie chez vous de réconciliation avec ce milieu ou vous considérez que la brouille est définitive et que de toute façon ça fait partie de votre rapport Je m'en fous, je suis mon chemin, j'écris pour dire voilà, j'existe, je suis petit poisson. Voilà. En tout cas, on pourra dire à Stéphane Guy Bourget du Figaro que vous avez retenu cette image du petit poisson. Alors, ce soir, nous parlions Les Aurochs et les Anges de Jacques-Alain Léger, paru aux éditions Rivage, sur une critique de Stéphane Guy Bourget du Figaro, à qui vous avez peut-être un dernier mot à transmettre. Non, je t'en veux pas. Bah, c'est déjà beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Jacques-Alain. Danny Briand est né grâce à une chanson de Dalida, une chanson sur laquelle ses parents se sont rencontrés. Comment s'appelait cette chanson ? L'histoire d'un amour, bien sûr. Elle donne son titre au nouvel album de Danny Briand, sorti chez Sony BMG, avec lequel il est en tournée dans toute la France et en concert le 28, 29 et 30 septembre au Palais des Congrès. Vous verrez que chacune des chansons de cet album rend hommage à une danse, mambo, samba, jerk ou slow. S'il était bien quelqu'un sur scène qui mettait avec élégance la danse au service de la chanson, c'était Yves Montand. Depuis ses 14 ans et sa première guitare, Danny Briand compte Yves Montand parmi ses idoles, aux côtés de Frank Sinatra, Charles Aznavour ou Elvis Presley. Autant de chanteurs fascinés par le cinéma, comme Danny Briand. Voilà beaucoup de passion pour Yves Montand et peut-être d'autres que nous allons découvrir ce soir, Danny Briand. Oui, j'ai découvert Yves Montand en fait avec mes parents. Il y a une chanson qu'on entendait souvent, c'était Les Grands Boulevards. Et c'est vraiment la chanson des gens modestes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Vous voyez, Yves Montand, c'était vraiment la voix du peuple, des gens simples, avec des joies simples. Et Les Grands Boulevards, c'était vraiment la chanson fondatrice. J'aime planer sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime. Et puis après, le parcours exceptionnel parce que c'était quand même un petit émigré italien qui avait fui le fascisme avec son père, qui avait été molesté par les milices de Mussolini, qui est arrivé à Marseille. Et c'était des moments très durs parce que Yves Montand a dû quitter l'école à 11 ans pour nourrir sa famille, ses frères. Et puis il a découvert par le cinéma américain Fred Astaire. Et c'est là que sa vocation est née et qui s'est dit tout d'un coup, surtout le cinéma américain de l'époque, qui donnait de l'espoir parce qu'on voyait toujours des héros qui se disaient on peut partir de très bas mais on peut aller très haut. Et Yves Montand, c'est ce qu'il a fait. Il est parti de très bas parce qu'il travaillait dans une usine de pâtes, il fabriquait des pâtes et puis après il a été coiffeur. Et il a quand même été jusqu'au sommet parce qu'il est allé à Hollywood où il a même eu des histoires avec une des plus belles femmes du monde aussi. Et il a fait du film... Marilyn Monroe, on peut le dire. Marilyn Monroe, oui. Et je pense qu'il avait besoin de se rassurer dans les conquêtes et que Marilyn Monroe, quand elle a craqué pour lui, je pense que même s'il était très amoureux de Simone Signoret, je pense que ça l'a flatté un peu qu'une star comme ça de l'époque hollywoodienne, qui avait Hollywood à ses pieds, craque pour lui. Et puis voilà, bon, ça a été très, très difficile pour Simone Signoret. Mais elle a eu une phrase très belle parce qu'elle a dit « Vous connaissez un homme qui n'aurait pas craqué pour Marilyn Monroe ». Le cinéma, en fait, Yves Montand, son rêve, c'était le cinéma. Il le disait souvent, il ne voulait pas être chanteur. Il a fait chanteur vraiment par hasard. Et un jour, il était dans un cabaret à Marseille et il était engagé pour chauffer la salle. Et puis finalement, comme il a vu qu'il avait un impact sur le public, sur la gente féminine, il s'est mis à chanter. Mais au départ, il faisait des imitations. Il imitait Fernandel, il imitait Maurice Chevalier, il imitait les artistes de l'époque. Et puis un jour, on lui a proposé une chanson qui s'appelle « Dans les plaines du Far West ». C'est sa première création. Et c'est le premier qui a tout d'un coup mis en scène une chanson, c'est-à-dire qu'il a mis un chapeau de cow-boy. Ce n'était pas qu'un seul chanteur récitatif, vous voyez, il commençait à faire l'acteur. Et il a commencé la chanson, il avait de plus en plus de succès, donc il est allé à Paris, il est passé en première partie d'Edith Piaf, il est tombé amoureux d'Edith Piaf,
Et il est devenu une grande vedette pendant l'occupation et après. Mais son rêve, ça a toujours été le cinéma, malgré tout. Donc il a fait quelques tentatives dans Les Portes de la Nuit, dans Étoiles sans lumière et tout ça, mais qui n'ont pas donné de grands résultats. On ne l'a pas considéré comme un grand acteur. Puis il y a eu un film très important qui est Le Salaire de la peur, de Georges Clouzot, qui a eu la Palme à Cannes, etc. Mais il n'était pas encore accepté, etc. Ça a été vraiment dans les années 60, 70 avec les films de Costa Gavras, où il a commencé à prendre, même dans ses films, des positions politiques. Et à partir de ces films-là, comme L'Aveu, comme Z, et puis moi, je trouve qu'il a vraiment commencé à déployer tout son charisme à éclater, c'est dans César et Rosalie, où là, je trouve que vraiment, il a mis beaucoup de temps. Romy Schneider. Avec Romy Schneider, ouais, un film de Claude Sautet. Et il a mis beaucoup de temps pour se faire accepter comme acteur. Mais alors, il y a aussi l'homme engagé. Oui, son père était communiste. Il était communiste, donc par tradition familiale, il épousait tout le communisme de l'après-guerre sans jamais être inscrit au parti. Il était un compagnon de route avec Simone Signoret et toute l'intelligentsia de l'époque, François Perrier, etc. Et puis, il a vite déchanté parce qu'en 1956, il a fait un voyage dans les pays de l'Est. Et là, il s'est rendu compte que pour le bonheur du peuple, etc., on en massacrait beaucoup à côté. Donc, il a commencé à déchanter. Et il disait souvent que de compagnon de route du communisme, il est devenu compagnon de doute. Est-ce que vous vous souvenez, vous, du moment où vous avez appris la mort d'Yves Montand? Oui, je me souviens très bien. J'ai trouvé ça... J'étais bouleversé. Je sais que c'était à la suite du film IP5 de Benex et qu'il est mort d'une crise cardiaque parce qu'il avait une scène très très difficile à jouer. Et j'ai trouvé que c'était dommage parce que je trouvais qu'il était parti un peu vite et puis qu'il avait encore quelque chose à nous apporter. Et j'aurais aimé, quand j'ai commencé à être connu, ça aurait été de le rencontrer et pour lui dire toute mon admiration et puis même qu'il me donne quelques conseils. Écoutez, ce soir, en tout cas, vous avez dit toute votre admiration et votre passion. Quant aux conseils, je ne sais pas si vous en avez encore besoin, Danny Briand. Merci. David Hallyday, le roi David que chantait son idole de maman Sylvie Vartan, a 40 ans et déjà 20 ans de carrière. L'occasion d'opérer un retour sur lui-même et de nous proposer un album plus personnel, David Hallyday. Une sorte de bilan apaisé de la quarantaine auquel ont participé entre autres Jean-Patrick Capdevielle et Miossec. Un album qui sortira le 18 juin chez Mercury. Dans son journal intime, David Hallyday se dit plus concerné par les vertus du bouddhisme que les bienfaits d'une éventuelle psychothérapie. Il nous livre son modèle, Steve McQueen. Et bien sûr, revient sur ce qu'il doit à chacun de ses parents, Sylvie et Johnny, en nous révélant que peut-être le meilleur artiste de la famille était son oncle, Eddie Vartan. Qui sait ? Je n'ai pas pensé encore de faire une psychothérapie. J'ai du mal à me confier à des gens que je ne connais pas en fait. Et c'est ça qui me fait douter. Je sais que c'est une science et que c'est quelque chose qui ne tient pas de l'imaginaire. Mais le travail est plus intéressant quand c'est toi-même qui le fais. À partir du moment où on est conscient de ce qu'on fait de mal et de ce qu'il nous reste à faire pour avancer, je pense qu'on peut faire le travail. Enfin moi je pense que je peux le faire moi-même. Je n'y ai pas songé encore, non. Peut-être un jour. Si j'en ai trop sur la conscience, peut-être que j'irai. Pour l'instant, ça va. La vie n'est pas aussi simple qu'elle le paraît. Mon côté sombre, je pense qu'on en a tous un. Voilà. Après, c'est une question, est-ce qu'on a envie de faire paraître, de le montrer ou pas? Et le mien, je pense qu'il faut vraiment bien me connaître pour le voir. Mais ceux qui me connaissent bien, oui, peuvent le voir. Il faut être un peu attentif, je pense. Généralement, la musique, ça sert à sortir des choses qu'on a du mal à dire dans la vie courante. Pour moi, les chansons, la musique a toujours servi à ça. On se sert de ce côté vulnérable et pour faire ressortir des choses. Et l'émotion, de toute manière, dans les chansons, se porte là-dessus, quoi. Mon modèle est mon ami dans mon film. Ce fut Steve McQueen. Moi, je suis fan de Steve McQueen, donc depuis tout petit. Je l'ai utilisé
dans mon album. C'est pas une chanson sur Steve McQueen, mais je l'ai utilisée pour justement parler de le manque de père. Voilà, finalement, je trouvais qu'on avait énormément de choses en commun. La bagnole, les motos, et puis la manière dont il était, lui, sa personnalité. C'est quelqu'un de très compliqué, ouais. Très compliqué, pas facile. C'était quelqu'un de pas facile du tout, malgré les apparences. Et avec les femmes, avec lui-même, il y avait des vieux démons qui le hantaient énormément. C'était quelqu'un de très difficile à vivre, angoissé. Enfin, un artiste, quoi. Je m'identifiais beaucoup à lui. Et quand j'ai commencé à faire du kart, tout ça, donc ça a été tout au long de ma vie quelqu'un d'assez exemplaire. Ouais, c'est vrai. Un jour viendra, tu sauras toutes ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Je pense que j'ai pris beaucoup de ma mère, le côté humain, je pense beaucoup de ma mère, le côté artistique de mon père. On voit que c'est un écorché vif et on ne peut pas être artiste sans être comme ça, je pense. Hein, ça. Mais je pense que c'est justement une énorme qualité qu'il a. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre nos deux fragilités, en fait. La sensibilité de quelqu'un, c'est très important. Et sentir la force tout le temps, je veux dire, je pense que ça fait partie d'une personnalité. La fragilité est très importante et les gens aussi l'apprécient ce côté-là. Mais j'irais au-delà de ça, je dirais que quand on connaît l'historique de la famille, parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre famille, et du côté paternel et maternel que les gens ne connaissent pas. Par exemple, j'ai un oncle, Eddie Vartan, le frère de ma mère, avec qui j'étais très très proche, et c'est quelqu'un de brillant, quoi, quelqu'un avec un humour chiadé, très très ironique, en même temps de très tourmenté. Pour moi, c'était le meilleur artiste de la famille, quoi. Je n'ai plus vent de toi, tu n'es plus tout pour moi. On connaît très très mal le bouddhisme parce que d'abord il a été très mal traduit par certaines vedettes, entre parenthèses. On le connaît très mal en France, on pense que c'est une secte, enfin il y en a certains qui comprennent pas bien ce que ça veut dire, et alors que c'est vraiment une façon de voir la vie comme une autre. Et c'est quelque chose que j'ai reconnu très très vite, il y a une vingtaine d'années maintenant. Ça m'a aidé à surmonter beaucoup de choses, pouvoir me concentrer très vite, à prendre du recul par rapport à les choses, les obstacles qui peuvent arriver. Et aussi, ça m'a rendu plus attentif et indulgent envers les autres et beaucoup moins critique. Je pense que c'est une évolution. J'avais très envie d'évoluer, de sentir une évolution humaine chez moi aussi. Et voilà, donc ça m'a aidé à faire tout ça et c'est plutôt pas mal. Ce qu'on fait, notre boulot, tout ça, l'image que l'on... Tout ça, c'est quelque chose qui, finalement, est important peut-être pour les autres, mais en fin de compte, on est facilement remplaçable, je pense. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, et donc c'est important d'être bien avec soi-même et d'occulter un petit peu tout ce côté médiatique et qui ne m'intéresse pas vraiment tant que ça, et me concentrer plutôt sur les gens que j'aime, qui m'aiment. C'est très grave ce que je dis, non? C'est terrible ce que je dis. Il ne faut pas qu'on déconne un petit peu. Donc voilà. Plus aucun écho de la terre, je suis tout seul dans l'univers. Plus aucun écho de la terre, face au vide derrière le verre. Ce soir, notre performance sera assurée par Patson à l'occasion de le Patson Show au Théâtre du Temple du 17 avril jusqu'au 30 juin. Mise en scène, Tchad Raoun. Patson, bonsoir. Bonsoir. Alors, il paraît, la légende dit que vous êtes le premier à avoir rejoint le Jamel Comedy Show, c'est vrai? C'est vrai, j'ai signé le premier, j'avais faim. Ouais, je comprends. Quand il m'a tendu la main, j'ai pris la main, la tête, le pied, le corps. Ouais. Ça faisait des années que je cherchais un producteur. Alors, il faut quand même savoir que vous êtes d'origine, vous êtes de Côte d'Ivoire, vous êtes arrivé en France, vous avez été élevé dans le Loiret.
Vous avez été élevé dans le Loiret, ça c'est... S'il y a des flics, je suis français. Oui, Faut pas non, dire mais- comme ça, ils vont m'amener là-bas. Non, mais personne n'écoute là. Élevé dans le Loiret, ça... Ouais, j'ai grandi dans le 45, j'allais au 45, Andreville, Pithiviers. Il y a des lapins, des chèvres avec moi là-haut. Voilà, alors donc vous avez des parents adoptifs blancs Oui, tout à voilà. fait. Et je me souviens quand j'allais à l'école, on convoquait mes parents, les profs rigolaient. Je venais avec eux, ils disaient « Oh, toi, t'es très drôle ça. » C'était mes parents. Bah oui. Blancs. Voilà. Alors votre papa, lui, là-bas en Afrique, il paraît qu'il a 30 enfants, c'est vrai? On est 35, faut pas diminuer. Faut pas diminuer. 35, il me fout la trouille. Là, on est 35 parce que mon père... En Afrique, plus tu as des enfants, plus tu es riche. Voilà. C'est un peu en Afrique, plus tu es gros, plus tu es riche. En France, plus tu es gros, plus tu es vigile. Bon, voilà, c'est pas pareil. Mais vous êtes quand même passé par les États-Unis, par le Canada, pour faire vos humanités, comme on dit. Ouais, j'ai commencé le café-théâtre Le Bout, le Point Virgule. J'ai fait une vraie formation dramatique. Ouais. Parce que le plus souvent, les gens croient que tu arrives comme ça, tu t'improvises. Non, j'ai payé des cours, j'ai pris des coachs. Et à un moment, j'ai été malin, je suis allé au Canada. Je me suis dit, lorsque j'irai vers les États-Unis, en revenant, les gens vont plus aimer ce que je fais. Donc, quand je suis allé au Canada, je venais à Boston ou à New York voir des spectacles. J'étais le seul à être dans la salle, à ne pas comprendre l'anglais, mais je suivais les gestes des gens et ça m'a apporté beaucoup de choses, le déplacement sur scène. Et quand je suis arrivé, j'ai écrit le Patson Show. En fin de compte, le Patson Show, c'est quoi? C'est pas un spectacle, vous venez vendredi, vous ne revenez pas samedi. Il y a des gens qui viennent vendredi, ils reviennent samedi. Le corps du spectacle est le même, on n'improvise pas, j'ai écrit tout. Mais tous les jours, je rajoute un nouveau truc. Ouais. C'est-à-dire, je chante, je parle, j'amuse le public. Il y a des séquences où vraiment je vanne le public. Oui. Mais pas méchant. Envoyer des cartouches, comment on dit. Direct, c'est les cartouches, le pistolet. Le Yes, pistolet. papa, j'ai des jambes, ça c'est cadeau pour toi. Voilà. Il connaît. Oui, bien sûr, voilà. Comédie connaît son papa, c'est moi le papa. Voilà. Appelle-lui ça encore. Voilà. Ça c'est doux ça. J'adore l'émission comme ça. Allez-y. J'arrose tout le monde, un seau d'eau avec des glaçons. Alors il y a le décalage aussi, enfin il y a les improvisations, le contre-pied, tout ça, ouais. Non, en fin de compte, un bon comédien, c'est celui qui donne l'impression d'improviser. Si on apprend tout par cœur et qu'on vient réciter, c'est pas beau. Et donc moi, comme je vis mes personnages, je vis ce que je fais, donc voilà, ça, je le dis avec aisance, quoi. Voilà, j'ai parlé un gros mot, hein, aisance. C'était bien. Aisance, le petit frère dit aisé, tu vois, dans l'argent, tu vois, c'est ça. Donc je vis avec aisance. Vous faites des imitations un peu aussi, non? Ouais, j'imite pas mal de personnes, des Chinois, des Africains. Ben, celui que ça donne quoi un Chinois imité par Patson? Il y en a plein dans le quartier, il veut que j'ai des problèmes, ce gars-là. On va voir s'ils se reconnaissent. Bando, comment t'as bien, tu vas canter ma matin, t'as pas comment tu m'en parles, t'as pas non, vous les noirs, les arabes, tout le temps dans le quartier, foutre le bordel comme ça, tu veux demander des nems, quoi, t'as 8 € de nems avec du quartier de pâte, bah oui, bah oui, ça m'a pas. Bah oui, mais toi non, t'es un nata. Oh bon doute, comment ça va? Mais voilà, ils sont il va me défoncer, il fait du karaté, je le connais. Bah oui. Non, je plaisante, mais je plaisante. Je plaisante. Yes, papa. Vas-y. Yes, papa. J'adore votre émission. On va rester ici demain matin. Bon. Salut, maman, je passe à la télé, moi, tu vois. Oui. Ton fils, il a réussi en France. En parlant de ça, non, mais vous le dites très sérieusement que quand vous avez réussi, vous avez dit maintenant ma maman va manger ma vraie mère en Afrique va manger à sa faim. Oui, parce que quand j'étais gamin, je faisais le zouave, comme on dit. Et ma mère, chaque fois, me disait arrête de jouer la comédie, mange. Et maintenant, je lui dis, maman, laisse-moi jouer la comédie, toi, tu vas manger, parce que la comédie, ça paye. Et c'est vrai que la première fois, j'ai pris mon salaire, je suis allé en Côte d'Ivoire en 2001, parce que quand je suis rentré, je suis resté au moins 23 ans sans y aller. Et quand je lui ai donné de l'argent, elle m'a dit, je crois que tu as volé cet argent. C'est pas normal que tu vas à l'école, tu peux gagner beaucoup d'argent comme ça. Et j'ai dit, non, c'est mon salaire. Elle dit, attention, je ne touche pas cet argent. Elle a gardé pendant 2 ans pour voir si les flics ne peuvent pas te plaindre. C'était pas possible. Et maintenant, quand elle m'a vu à la télé, quand elle va prendre des crédits en Afrique, elle dit, tu me donnes. Franchement, mon garantie, mon fils, il travaille avec Kamel Debbouze. Tu peux donner l'argent. Est-ce qu'on peut avoir un extrait, nous, du Patson Show? On ira quand même, hein? Oui, un extrait. On appelle l'échantillon. Un extrait, l'échantillon, c'est tout petit. Voilà. Si ça te plaît, tu prends le vrai. Voilà. Donc, on va écouter... Comme ça, là, au bar, comme Patson. ça. Oui, non, comme ça, on se retourne, tout ça, on peut monter sur le bar, on fait ce qu'on veut ici. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Non, ben, je vais faire un truc. C'est mon père, une fois, j'avais écrit une blague sur la police qui fonctionnait très bien. Et ce jour-là, j'étais dans ma chambre. Et mon père, il rentre dans ma chambre. Il dit, viens ici, bande de salauds. Pourquoi tu dis que tu n'aimes pas la police? Je dis, papa, il dit, tais-toi, Soas. Soas, c'est sauvage. Il dit, viens là. Oui,
Tu racontes dans le quartier, tu n'aimes pas la police. C'est quoi ton problème avec la police? Je t'ai mis alcool à l'école, ils t'ont viré. Je t'ai mis au travail, ils t'ont viré. Je t'ai mis aux acédiques, ils t'ont viré. Et tu racontes que tu n'aimes pas la police. Hein? C'est quoi ton problème? Toute la journée, tu fumes la fumée de Bob Marley. Hein? Tu écoutes la musique bizarre, assassiner la police, assassiner la police. Si tu continues, c'est moi, je vais t'assassiner avant même la police. Monsieur croit qu'il est à la mode avec un petit piercing. Ça, c'est pas la mode. Moi, ton père, en Afrique, j'avais un piercing avec une cuisse de poulet. Ça, c'est la mode. Monsieur, je n'aime pas la police. Tu es ingrat. Ton premier bracelet, qui te l'a offert? Tu avais 12 ans. C'est bien la police. Hein? Ton premier appareil numérique, photo numérique, tout ce qui était numérique n'était pas la mode. Qui te l'a offert? C'est bien la police. Alors, quand j'avais pas de montre, qui nous réveillait tous les matins à 6h du matin? C'est bien la police. Monsieur, je n'aime pas la police. Tu n'es pas reconnaissant. Quand j'avais pas de voiture, qui t'accompagnait quelquefois à faire ménagiste? C'est bien la police. Bon, on s'arrête là. Oh, il est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Bravo. Buvons, c'est le Patson Show au Théâtre du Temple du 17 avril jusqu'au 30 juin. Bon, en tout cas, on applaudit Patson. Merci. Retrouvez-moi au temple. C'était Café Picouli. Alors c'était le dernier Café Picouli de la saison, mais bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur france5.fr toute la semaine. Et juste après nous, les Arnaud Poivre d'Armor pour les dossiers Schaeffer. Voilà. Bravo. Salam. Salam mon frère. Le best, le best. Salam alaikum, maman, je passe à la télé. Il est où, Picouli?